Euh, donc, comme je vous le disais, on a une journée qui est très riche, mais qui est aussi... on a énormément de choses à évoquer. On a la chance d'avoir des intervenants vraiment avec des profils très différents. Donc, je vais faire une introduction, mais très brève, pour vraiment qu'on puisse privilégier la discussion et l'échange. Tout d'abord, je suis ravi d'accueillir Catherine Millet, qui est la directrice de la rédaction d'Art Press, qui est écrivain, critique d'art, et qui est la directrice de la rédaction d'Art Press, mais qui a contribué à sa fondation en 1972, donc qui a un passé incroyablement riche dans le monde du magazine d'art dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. C'est également une commissaire d'exposition et aussi, comme vous le savez sans doute, l'auteur de nombreux récits autobiographiques. Bien sûr, La vie sexuelle de Catherine M. et son livre le plus récent, Commencement, publié aux éditions Flammarion en 2022. Merci Catherine d'être avec nous. À ses côtés, Adrien Chevreau. Adrien qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon et d'un Master 2 en conduite de projets culturels, et qui est le chargé du magazine en ligne Palme, qui est le magazine du Centre d'art du Jeu de Paume à Paris, et qui est une forme très intéressante justement de ce que peut devenir le magazine, qui est en train de se concevoir, en train de s'adapter, en train de prendre forme. Donc on sera ravis de parler de ça ensemble. Merci à Adrien d'être avec nous. Et enfin, Claudia Jolès. Claudia Jolès, qui est d'origine autrichienne, qui a étudié l'histoire de l'art, l'archéologie et la littérature allemande aux universités de Berne, Genève et Zurich, et qui est aussi, bien sûr, ici en capacité de rédactrice en chef du Kunstbulletin, qui est le magazine d'art contemporain le plus lu en Suisse, de 1996 à 2022, donc qui a aussi un passé très riche dans le monde du magazine d'art, et on est ravis de pouvoir évoquer ça avec elle. Donc merci à Claudia d'être parmi nous aussi. Pour commencer ce panel, on va donc demander à chacun des intervenants de présenter juste un petit peu rapidement leur publication, pour qu'on ait une idée de vraiment les différences qu'il y a entre ces objets, ces philosophies éditoriales, etc. Et on passera ensuite à une discussion. Donc peut-être, Claudia, je vais vous inviter à commencer. Je vais juste vous aider pour le diaporama. Ça fonctionne parce que Kunstbulletin, ce n'est pas juste une chose, c'est beaucoup de choses. Et pour le faire clair, dans un temps limité, je vais vous le présenter en ligne et avec une petite présentation. Alors, les questions clés de ce débat sont exactement les mêmes que ceux qui nous préoccupent depuis quelques années. Comment atteindre le public avec des médias numériques attractifs? Comment développer un modèle d'entreprise pour un journal dans l'ère numérique sans devoir faire des compromis dans le profil rédactionnel? Comment défendre la pertinence en tant que voie indispensable dans le domaine de l'art? Je voudrais vous montrer comment nous approchons ces questions et je commence avec le magazine qui est aussi là et que vous pouvez prendre avec vous. Alors, le Kunstbulletin est une revue d'art contemporain qui apparaît 10 fois par an avec un tirage de 8000 abonnés. Nous couvrons ce qui se passe en Suisse et dans les pays européens voisins en publiant
des reportages plus proches. Très bien. Alors, maintenant c'est trop proche. Nous publions des reportages, comme ici, sur des écoles d'art, des portraits d'artistes, des textes théoriques et des revues des expositions. Aussi en français, il y a toujours un texte en français, et puis ça c'est des revues de tout ce qui se passe en Suisse. Puis on a une partie de petites notices, les notices sur des noms, des prix, des bourses, des événements. Et puis on a une agenda avec une liste d'expositions. Et cette liste est la colonne vertébrale du magazine et entre-temps aussi de notre archive digitale. Nos propositions de vente uniques sont des informations qui ne sont pas fournies autrement, un fort potentiel d'identification pour tous ceux qui sont mentionnés dans ces listes, ces petits textes, etc. Et ça, c'est très important parce que le public cible dans le domaine de l'art est immense, mais ultra segmenté. Alors, les uns vont dans les galeries, les autres dans les musées, etc. On le connaît tout. Et puis, on essaye aussi pour cette raison de balancer notre qualité. Nous sommes exclusifs dans le choix rédactionnel, mais on est très inclusif dans ces infos pratiques, dans les services et dans ces listes. Avec ça, on a gardé notre indépendance et c'est une qualité revalorisée face à un journalisme de plus en plus commercial. Depuis 1998, on a aussi un site. Le site a pour le moment encore le nom Artlognet, mais ça va se changer. Sur le site figure un choix d'articles ainsi qu'un archive expansif basé sur une base de données relationnelles. Avec les années, le site est devenu un portail de recherche de plus en plus riche. On y trouve des profils, des textes, puis des profils des auteurs, des profils des artistes. Et ce qui continue ici, c'est un registre de tout ce qui était publié dans le magazine depuis 1998. Alors, les expositions et des textes. Et aussi des œuvres dans le domaine public. Et tout ça est lié par un métamoteur de recherche. Et le nom de ce métamoteur, c'est European ArtNet. Voilà. Et European ArtNet, on était les cofondatrices. Et le résultat, c'est que tous les articles et toutes les infos sont mis en réseau avec des archives internationales comme Basis Wien, comme SIG ICA et comme le Documenta Archive. Puis, notre troisième plateforme, c'est une app. Et sur cette app, toutes les œuvres dans le domaine public et les informations sur des expositions à cours sont rassemblées. Et voilà un petit film. Le film. Je ne pense pas que ce sera possible. Bon, alors j'ai laissé le film, mais en tout cas, c'est une app qui vaut de la télécharger. On doit le télécharger du browser et puis on peut le fixer sur le smartphone. Et cette app nous a remporté la médaille d'or de Best of Swiss Web en 2021. Bon, alors encore quelques mots sur notre structure institutionnelle. Kunstbulletin était fondé en 1968 par quelques membres de l'Association suisse des beaux-arts. C'est une organisation parapluie de 35
6 associations locales avec 45 000 de membres individuels qui supportent des musées et des espaces d'art. Cette association semble puissante, mais elle ne nous finance pas. Depuis sa fondation, Kunstbütten travaille avec des moyens générés par soi-même. L'équipe de rédaction à Zurich compte 4 personnes. Et en plus, on travaille avec une rédactrice romande et une collaboratrice à Berlin. Aussi petite notre rédaction, aussi vaste est le cercle des auteurs indépendants. La qualité du magazine dépend primordialement de leur engagement et de leur capacité d'analyser, d'évaluer et de contextualiser la scène artistique régionale. S'ils sont actifs et attentifs, comme Katharina Holderecker, qui est ici en salle, la région est présente dans les médias nationaux, sinon c'est juste une tache blanche. Kunstbütten se finance par des abonnements et par la publicité. Le budget annuel, c'est 1,1 million. Mais cette base traditionnelle érode. Le déclin de valeur est évident si on compare les frais d'une annonce sur papier et sur écran. Si la publicité sur papier vaut 100 francs, sur iPad, c'est encore 10 francs, et sur un iPhone, c'est 1 franc. Aussi, les abonnements payés sont sous pression par l'avalanche quotidienne de contenu gratuit. C'est pourquoi on est ici maintenant. D'autre part, nous observons un boom de la production et présentation artistique, un besoin évident de critiquer, d'informer et d'orienter afin que le public ne perde pas l'intérêt dans l'art en général. Et la grande question, c'est quoi faire? Nous comptons sur nos points forts, c'est la distribution. On distribue aussi des autres. Le prix Meret Oppenheim, c'est de l'Office fédéral de la culture et on a une petite coopération avec AICA, c'est l'Association suisse des beaux-arts. Et maintenant, je termine avec notre dernier projet. Et c'est une petite avant-première parce que le projet sera réalisé en juin. C'est un petit e-journal qui apparaîtra chaque semaine. Voilà comment on a fait la recherche. Et puis, voilà ce qui va y arriver. C'est un e-journal avec un petit texte et puis un choix d'exposition qui sont liés à l'EP et puis un contenu qui est géré par nos partenaires. Ce sont des partenaires publics comme le Fonds cantonal de Vaud qui met ses œuvres dans l'espace public sur notre app et puis une petite référence à notre magazine actuel. Voilà, en vitesse. Merci. Adrien, je vais vous passer la parole peut-être. Et voici. Ici, on peut essayer de... Je vais essayer d'aller assez vite, de faire une présentation de l'historique assez rapide. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour ces états généraux du magazine qui ont l'originalité de se tenir en connivence avec une exposition magnifiquement poétique et inspirante, Le plaisir du texte, ici même. Donc je remercie chaleureusement sa directrice, Federica Chiocchetti, pour son invitation, ainsi que toute l'équipe du musée pour son accueil et l'organisation de cet événement, et enfin Marc Feustel, qui orchestre nos discussions depuis la très belle soirée d'hier au mythique Club 44. Voilà, je suis Adrien Chevreau, je suis chargé de Palm, le magazine en ligne du jeu de paume, qui est une publication digitale bilingue
Donc je vais vous proposer un bref historique de notre réflexion en interne dans le centre d'art qui a mené à ce projet. Le Jeu de Paume est un centre d'art situé au 1 place de la Concorde à Paris, qui a pour mission principale la production d'expositions consacrées à l'image et notamment à la photographie. C'est plus que jamais en 2023 un lieu vivant de création d'art contemporain avec une riche programmation d'activités culturelles et éducatives, des cycles de cinéma, de performances, des concerts et même la programmation d'un festival récemment. Le Jeu de Paume, c'est aussi des éditions papier, des éditions de catalogues, d'albums en lien avec les expositions et une librairie indépendante qui organise aussi, elle, des rencontres avec les artistes, les auteurs, les éditeurs. Donc Palm, le magazine en ligne du Jeu de Paume, s'inscrit dans ce contexte de centre d'art, dans un travail commun de monstration et de réflexion autour de l'image et des cultures visuelles dans la société contemporaine. Voilà. Palm a été créé en 2021, mais c'est le fruit d'un long cheminement au sein de l'institution, car cette publication numérique succède en fait à une précédente version qui était assez différente, qui s'appelait simplement Le Magazine du Jeu de Paume et qui avait été créée en 2009. Celle-ci n'avait pas de périodicité et surtout elle présentait des contenus qui suivaient le fil de la programmation du Jeu de Paume et qui l'enrichissaient. Donc on avait un fil de publication qui était un peu le miroir de la programmation finalement et qui nous empêchait de trouver une voie pour cette publication, un rythme et une adresse aux lectrices et aux lecteurs. Donc en 2020, Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume, propose de réinventer ce magazine, de lui trouver une nouvelle formule éditoriale et graphique. Il s'agit de donner à la publication une réelle autonomie et d'en faire finalement davantage un magazine. À ce moment précis, nous ne sommes pas repartis de zéro, nous sommes posés un certain nombre de questions qui sont peut-être évidentes, mais voilà, on n'a pas nécessairement la culture non plus journalistique au sein de l'institution culturelle, et donc on est passé par tout un tas d'étapes. Comment l'institution peut-elle produire et proposer un magazine numérique qui soit plus autonome et qui prenne une certaine distance par rapport à son propre champ d'activité, tout en étant un projet de l'institution? Je crois que nous avons commencé à répondre en décidant que Palm proposerait une thématique, une problématique pour chaque nouveau numéro. Cela relève de l'évidence, mais il n'empêche, c'est bien cet aspect d'un titrage qui est toujours porteur d'interprétation et d'écart, car nous choisissons des termes qui sont parfois aussi ambigus, paradoxaux, c'est ce titrage qui est le fruit de nombreux débats en amont pour décider de son intitulé, puis en aval. Et ça induit une temporalité de travail assez intéressante avec l'ensemble de l'équipe éditoriale. Donc le Centre d'art propose ici une nouvelle voie, une expression qui s'autonomise effectivement par rapport à l'exposition. Et ce geste-là, pour nous, en tant qu'institution humaine et culturelle, n'était pas nécessairement si évident au départ. De même, on s'est doté d'un nom, Palm. On a nommé ce magazine. Voilà, donc on a ajouté aussi une périodicité, dont je parlerai un petit peu plus tard rapidement, et une proposition éditoriale. Nous avons constitué ce comité qui est composé d'une dizaine d'invités que je remercie, à savoir depuis les débuts Federica Chiocchetti, Dork Zabounian et Étienne Hatt, qui ont été rejoints récemment ou au fur et à mesure par Sylvie Candé, Daniel Levin-Becker, Élodie Royer, Joël Zask et Virginie Huet. Je n'ai pas le temps de présenter tout le monde, mais je peux dire que c'est un comité qui est extrêmement créatif et impliqué dans le projet, qui se pose des questions aussi sur les modes d'écriture et de monstration des images avec nous. Voilà. Et puis du côté du Jeu de Paume, Quentin Bajac, directeur, Martha Ponsa, responsable des projets artistiques et de l'action culturelle, Damien Guggenheim, qui est libraire, auteur et artiste, et moi-même, animons les échanges éditoriaux. Donc dans Palm se rejoignent des plumes et des regards qui sont assez variés, d'auteurs évidemment, mais aussi des commissaires d'exposition, critiques d'art, historiens de l'art, éditeurs, traducteurs, poètes, philosophes et parfois des journalistes. Je dois dire aussi que depuis le début, c'est-à-dire depuis la création du magazine, on s'est vraiment interrogé sur les modes de monstration des images, sur les rapports entre le texte et l'image, sur la manière de montrer des œuvres, des documents, des médias numériques comme la vidéo, avec un réel souci de leur présence dans l'espace numérique, en s'inspirant de certains modes qu'on observe dans des applications, dans les réseaux sociaux, mais aussi en s'en détachant parfois et en choisissant des formes plus traditionnelles, comme le carrousel d'images par exemple.
Voilà, donc on a cette question de l'apparition des images qui est très importante au jeu de paume. Et donc je vous invite à découvrir la maquette et comment c'est fait en ligne. Et pour ce qui est de la périodicité, pour finir, nous avons choisi le temps long, mais je crois que c'est aussi lui qui nous a choisi à ce sujet. Palm est par définition un projet en cours. Et il y a des éléments de périodicité, de rubrique que nous sommes encore en train de faire évoluer. Donc actuellement, nous sommes au début du numéro 3. Donc, nous avons fait un numéro par an, lancé début avril, qui s'intitule « Histoire d'objets, restituer, reproduire, reprendre ». Et un numéro s'étend sur toute une année. Mais tous les débuts de mois, nous changeons la couverture. Nous mettons à jour certains éléments, citations en page d'accueil, et nous publions 5 à 6 nouveaux contenus. Donc finalement, c'est un magazine qui est annuel, mensuel. Voilà, j'ai presque terminé. Donc l'idée, selon laquelle le numérique, en tout cas, est quelque chose de rapide et instantané, pour nous, c'est plutôt une idée reçue. Nous travaillons le numéro au fil des mois, et les auteurs prennent connaissance des publications au fil des mois et réagissent et créent de nouveaux échanges, de nouvelles productions en fonction de ce qui est publié. Donc le magazine Jeux de Paume est pour nous une plateforme d'expérience éditoriale et qui entretient aussi, pour finir, à dessein, des porosités avec l'exposition. C'est-à-dire qu'on travaille avec des artistes, on commande parfois, les membres du comité éditorial commandent des œuvres, donc on est aussi producteur d'œuvres, parfois de vidéos. Parfois ce sont des commencements d'œuvres, c'est-à-dire c'est des débuts de projets qu'on publie, ou des dispositifs, des processus, voilà. Enfin, sur la question des formats et des rubriques, on essaye de trouver des formats qui soient l'expression de nos invités dans le comité. C'est-à-dire, Federica Chiocchetti, par exemple, travaille le format notamment questions et images, en décalage avec questions et réponses. Étienne Hatt, les tutos, qui sont des vidéos hybrides où on reprend des formes populaires, une forme populaire et didactique qu'on mélange avec une présentation assez précise par l'artiste de son dispositif de travail. Et le ciné distract avec Dork Zabounian, qui est une écriture assez différente de la critique classique de film, voilà, qui propose aussi un montage spécifique entre texte et image. Donc voilà quelques exemples de formats que nous travaillons en équipe. Et en conclusion, je dirais que pour nous, ce magazine est aussi une manière d'expérimenter des modes de production différents, sans chercher à présumer de nos publics, sans chercher à présumer d'attentes. Et nous partageons les travaux d'artistes, des histoires, des récits, des enquêtes, qui interroge notre rapport aux images et à la représentation aujourd'hui. Voilà. Merci Adrien. Merci de passer donc le micro à Catherine Millet pour nous présenter brièvement Art Press. Alors, Art Press est une revue qui a fêté ses 50 ans il y a quelques mois. J'ai apporté, alors j'avais pas d'image à projeter, mais je suis venue avec des numéros. Ça, c'est le numéro du mois de décembre qui fêtait les 50 ans. Puis que je suis avec les numéros. Ça, c'est le numéro qui a suivi, où j'ai fait une grande interview, je crois, assez exclusive de Myriam Khan à l'occasion de son exposition au Palais de Tokyo. Et puis ça, c'est le dernier numéro paru qui n'est pas sans rapport avec le jeu de paume, puisque ça s'ouvre sur une grande interview de Thomas Demand, et c'est lui qui fait la couverture. Alors, 50 ans, c'est un certain âge. Ça veut dire que vous avez une indication de mon âge aussi à moi, puisque j'ai cofondé ce journal à l'époque avec Daniel Templon, qui dirige la galerie qu'on connaît, et puis Hubert Goldet, qui était un collectionneur décédé aujourd'hui. Évidemment, la vocation de la revue, elle a beaucoup changé au cours de ces 50 ans. Enfin, je dirais beaucoup changé, plus ou moins. En fait, c'est les conditions ou son environnement qui a changé plus qu'elle, finalement. On est né comme une revue militante pour défendre ce qui s'appelait encore à l'époque les avant-gardes et pas encore l'art contemporain. Et je pense que c'est une différence de vocabulaire importante, parce que justement ce passage à l'art contemporain, qui pour moi signifie une acceptation beaucoup plus large par la société de ce qui était les avant-gardes, c'est-à-dire ce qui était apparemment à l'avant de la société, de ce qu'elle pouvait accepter, et qu'elle a maintenant parfaitement intégré, ça a transformé notre travail, et que
Si, en effet, au départ, on était plutôt des militants, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire on est des décodeurs. C'est-à-dire que dans cette espèce de profusion qu'il y a par la multiplication des galeries, qui est évidemment produite par l'élargissement du marché absolument phénoménal, par la multiplication des institutions, etc. Évidemment, nous, on a un rôle critique qui est finalement aussi, qui doit être aussi exigeant qu'il l'était du temps du militantisme, c'est-à-dire qu'on peut considérer que dans cette profusion de propositions qui sont faites au public, tout n'est peut-être pas très très bon. Il y a peut-être des choix à faire. Et c'est notre vocation, je pense que c'est notre rôle aujourd'hui de donner des indications comme ça à partir de notre expérience, du savoir qu'on a accumulé, du fait qu'on se déplace énormément, on voit beaucoup de choses et qu'on accumule évidemment un certain nombre de critères qui nous permettent comme ça d'éventuellement orienter le public. Et d'ailleurs, ce numéro qu'on a fait pour les 50 ans de la revue, qui était associé d'ailleurs à un événement qu'on a organisé au Centre Georges Pompidou en collaboration avec la BPI. C'était quand même la 4e fois qu'on fêtait 10 ans d'Art Presse. Donc il fallait trouver une nouvelle idée. Et l'idée qu'on a choisie, c'était de demander à un certain nombre de collaborateurs, soit ceux qui font le journal au quotidien, et on est comme vous, on est une minuscule équipe rédactionnelle, soit de très proches collaborateurs extérieurs, ceux qui voulaient bien participer. On leur a dit, mais qu'est-ce qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Quel est l'artiste vraiment qu'en priorité tu as envie de rencontrer, avec qui tu as envie de discuter de la situation aujourd'hui de l'art contemporain? Et donc voilà, ils ont répondu, chacun a fait un choix, et ça s'est traduit par beaucoup de dialogues forcément, mais pas que dans ce numéro. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, bon, là aussi, mais alors, nous, dans le paysage français, on est une exception, on est complètement autogéré, c'est-à-dire on ne dépend pas d'un mécène, on ne dépend pas d'une institution, nous ne dépendons que de nos annonceurs et de nos lecteurs, bien sûr, et de nos abonnés, ce qui veut dire un mode de vie relativement spartiate, un mode de travail assez, dans des conditions matérielles qui ne sont pas toujours faciles, mais enfin bon, que les gens acceptent parce qu'ils savent que c'est le prix de leur liberté d'expression. L'autre chose que je pourrais souligner, parce que ça appartient à Art Presse dès ses débuts, c'est qu'on a toujours ouvert. Alors on est une revue d'art contemporain, mais on a toujours été très ouvert à d'autres disciplines qui, au fil du temps, se sont d'ailleurs plus ou moins mélangées avec ce qu'on appelle l'art contemporain. Il y a toujours une très forte présence du cinéma dans Art Presse, du théâtre, et puis évidemment aussi de la littérature, de tout le milieu intellectuel, ce qui entraîne aussi le fait que la revue est très concernée, très impliquée dans des débats idéologiques. Voilà. Alors, par le passé, il nous est arrivé, parce que ça avait pu pénétrer le monde de l'art. Alors, je veux dire qu'il n'y a jamais de sujets et d'éditoriaux directement politiques dans Art Presse, mais lorsque l'art peut être mis en danger par la politique ou par certaines formes d'idéologie, alors là, on réagit. Donc, par le passé, on a pu intervenir sur des questions d'antisémitisme, par exemple. Et puis là, dans le prochain numéro, pas celui qui sort maintenant, mais dans le prochain, il y a tout un dossier sur la censure et sur ces effets de censure ou de demande de censure qui émanent aujourd'hui, et ça c'est très nouveau, non pas d'instances gouvernementales, mais de la société civile, voire de milieux militants qui se pensent de gauche, etc. Donc on intervient dans ce domaine. Peut-être je peux... Alors, aussi pour l'aspect comme ça, dans quel cadre on intervient. On a depuis très longtemps, je crois qu'on a même été les premiers en France à avoir un site qui vit
comme peut le faire vivre une toute petite équipe disons de quatre rédacteurs en permanence à la rédaction. On a depuis quelque temps aussi une version numérique, bien sûr. Sur le site, on peut consulter nos archives. On a des activités extérieures. Il y a 2 ans, nous avons créé une biennale des jeunes artistes en collaboration avec les écoles d'art en France. La première édition s'est tenue à Saint-Étienne, la deuxième à Montpellier, là à la rentrée 2022. On a ce genre aussi donc d'activités. Alors, il y a peut-être une dernière chose que je voulais souligner en rapport peut-être avec l'exposition, qui est sur le rapport image et texte. L'exposition, elle nous montre un texte de plus en plus envahissant si on suit vraiment strictement son parcours. C'est un peu le contraire qui s'est passé pour ArtPress. Lorsque nous avons été créés en 1972, évidemment les moyens étaient encore plus limités qu'aujourd'hui. J'avais la chance de pouvoir demander à un très grand designer qui était Roger Talon. Quand vous prenez le TGV, vous avez encore, je sais pas, 80% de chances de monter dans un train de Roger Talon, de concevoir le graphisme. Et on est resté grosso modo assez fidèle à sa grille, je dois dire. Bon. Et Roger avait raisonné, alors on était tout en noir et blanc à l'époque, et il avait raisonné en pensant que on avait d'abord une volonté critique, on n'allait pas en noir et blanc faire de l'information vraiment sur les images. Et donc il avait conçu une maquette qui laissait beaucoup de place au texte. Il disait mais vous êtes des intellectuels, des théoriciens, il vous faut de la place pour le texte, qui pour une revue d'art était assez osé. Et ça a beaucoup marqué comme ça au début, je crois, le public, parce que voilà, on était en noir et blanc et il y avait une place qui était importante donnée au texte. Alors, il faut dire que le temps passant, d'abord la pagination a augmenté et puis il y a eu la nécessité quand même à un moment donné, et les moyens surtout de passer à la couleur, et que la répartition entre les images et le texte est un peu plus équilibrée que ça ne l'était auparavant. Et ce qui nous a amené aussi peut-être à repenser un peu ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire la suite des articles dans le sommaire du numéro, avec une partie qui est peut-être plus variée, et justement peut-être un peu plus riche en images ou en diversification de l'image au début, qui est une partie d'actualité qui annonce des actualités, des expositions qui ouvrent, des événements qui vont avoir lieu, des spectacles, etc. Et puis ce qu'on appelle la partie dossier, où là, alors il y a des thèmes qui sont un peu plus développés, avec des textes un petit peu plus longs, un choix d'images peut-être plus strict, etc. Et puis on a nous aussi des comptes rendus, avant les pages consacrées au livre, on a des pages de compte rendu d'exposition, qui sont assez sélectionnées, je l'espère. Voilà, je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est une très belle introduction. Malheureusement, Catherine doit nous quitter juste après la fin de ce panel. Donc, on va passer aux questions et je vais m'adresser d'abord à Catherine pour profiter de sa présence avant qu'elle nous quitte. Et puis, on pourra, je pense, dépasser un petit peu avec nos 2 autres intervenants pour pouvoir discuter un peu plus longuement. Moi, je voulais d'abord tout simplement m'inspirer du titre de votre dernier récit, Commencement, vous avez évoqué justement vraiment ce rôle précurseur qu'a eu ArtPress, où non seulement vous êtes un des premiers magazines dans cet espace, mais c'est à un moment où l'art contemporain commence à vraiment prendre forme en tant que discipline. La question que j'aurais, c'est est-ce que vous aviez des modèles de magazines, de publications vous avez parlé de militantisme. Je me demandais s'il y avait, donc, bien sûr, dans d'autres registres, des modèles sur lesquels vous vous êtes appuyé ou peut-être un manque de modèles, justement, pour investir et créer votre approche éditoriale. J'avais un modèle, mais qui n'était pas tant le modèle du magazine que d'une forme.
moi, j'ai le souvenir que ce que je rêvais d'égaler, c'était les grandes interviews dans Art Forum à l'époque. Voilà. J'admirais beaucoup, d'abord, la place qu'ils y accordaient. C'était des pages et des pages et des pages d'entretiens avec des artistes. Et puis la manière dont ces entretiens étaient conduits. C'était beaucoup moins théorisé que chez nous. C'était beaucoup plus sur des questions parfois simplement techniques. Et ça, moi, c'était mon admiration. Et quand, des années plus tard, j'ai ouvert cette rubrique qui existe toujours dans Art Press, qui s'appelle La Grande Interview, c'est un peu ça que j'ai toujours rêvé d'égaler, sans l'égaler vraiment, parce qu'on ne dispose pas d'autant de pages, on n'a pas autant de publicité que Art Forum, donc on n'a pas on n'a pas la même pagination. Et puis que finalement la manière de faire des critiques européens, parce qu'il n'y a pas que des Français qui collaborent à Art Press, c'est une revue très internationale. J'ai oublié de dire qu'on était bilingue quand même depuis notre 20e anniversaire. La revue est français est en français et en anglais. Bon. Mais enfin, c'était un peu ce modèle-là que j'essayais d'égaler. Et d'ailleurs, on a fini, nous, par en extraire de ces grands entretiens, au fil du temps, une petite collection de livres qu'on a créée d'abord avec une institution française qui est l'IMEC, qui recueille des archives d'éditeurs et d'écrivains, et même aussi d'artistes. On a créé une petite collection qui marche très très bien, qui est un recueil de toutes ces grandes interviews que nous avons pu faire au fil du temps avec un artiste, parce que souvent on est retourné voir un artiste qu'on avait déjà interrogé il y a 10 ans ou 15 ans, et donc on réunit tous les entretiens qu'on a pu faire avec lui dans ces petits livres, qui s'est vendu 10 €, voilà, et ça marche très très bien. Alors ça c'était un modèle. Pour le reste, non, on a vraiment improvisé, on savait surtout ce qu'on voulait pas faire. Bon, et ce qu'on voulait faire, c'était bon. Pour aller jusqu'au bout de ma réponse, je dirais que c'était une période sûrement beaucoup plus ludique qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une plus grande liberté, il y avait peut-être une pression commerciale, c'est-à-dire comment vendre le journal à l'époque, on s'en fichait un peu, du moment qu'on vendait un petit peu, c'était suffisant. Et du coup, ça donnait voilà, une liberté qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui, en fait. Mais c'est une liberté, je dis, c'est par rapport à nous-mêmes, finalement, parce qu'on s'impose des règles qu'on ne s'imposait pas auparavant. On pouvait... moi, par exemple, je donne un exemple de cette liberté. Puisqu'on était en noir et blanc, vous pouviez ouvrir un numéro d'Art Press, tomber sur une page toute grise, et qui était légendé Yves Klein monochrome bleu, par exemple. Et ça nous amusait beaucoup de travailler comme ça. Voilà. Pour rebondir un petit peu là-dessus, on l'a déjà évoqué, je pense, dans les présentations des trois intervenants. Bien sûr, la critique d'art est vraiment au centre de l'existence du magazine d'art. C'est peut-être le lieu privilégié où la critique d'art a pu se développer. Et vous l'avez évoqué, Catherine, aussi, juste dans le cadre de votre propre publication, que la situation a énormément changé depuis ses débuts. Moi, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, à une époque où on nous demande tous d'être critiques de tout le temps, et aussi à une époque où le monde de l'art est devenu un monde financier d'une grande part, où est la place de la critique d'art aujourd'hui? Est-ce que la critique peut toujours être aussi tranchante, aussi acerbe qu'elle a pu l'être par le passé? Ou est-ce qu'elle est devenue plus une manière de mettre en lumière les choses, mais sans aller vraiment vers un dispositif critique plus appuyé? Moi, alors, du haut de mes 50 ans, je peux dire que j'ai vu différentes périodes comme ça, pour ce qui concerne vraiment la pratique de la critique d'art. Alors, oui, il y a eu cette période militante que j'évoquais tout à l'heure, où on était, il faut le dire, il faut l'avouer aujourd'hui, assez dogmatique, assez tranchant. Il y avait des choses
on laissait complètement de côté. Ça, c'était pas notre rôle d'en parler. Ou si on en parlait, on était vraiment très catégorique pour critiquer, etc. Bon, ensuite, ça a disparu. Et puis, il y a eu toute une période, et ça, pour nous, moi, j'ai le souvenir que ça a été une période difficile pour le journal, parce que nous voyons arriver de jeunes auteurs qui avaient un appétit comme ça pour l'art contemporain. C'était quelque chose en train d'éclore et tout ça. Il y avait des nouvelles galeries, des nouveaux centres d'art. On se promenait beaucoup, et les gens, voilà, étaient dans cette effervescence. Et j'estime que je voyais arriver de jeunes critiques qui avaient envie d'écrire, mais sans avoir toujours, disons, l'idée qu'il fallait aussi exprimer une opinion, aussi forger des critères, et puis parfois aussi qui étaient, alors moi je suis autodidacte, je ne vais pas leur reprocher, mais qui étaient souvent des gens à qui il manquait un bagage historique. Voilà. Et j'ai le souvenir qu'à une certaine époque, nous avions fait des articles ou même peut-être des dossiers, en gros pour appeler à ce que l'enseignement de l'histoire de l'art en France se modernise un peu et s'ouvre un peu, non seulement à la période contemporaine, mais même en amont à l'art moderne en fait. On a traversé, vous savez ça sans doute, on a traversé une période voilà, où c'était pas si évident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de nouvelles générations arrivent qui ont ce bagage, parce que l'enseignement de l'histoire de l'art, c'est quand même a beaucoup évolué ces dernières années, et qui, à cause de cette transformation du monde de l'art aujourd'hui et de cette emprise du marché, a le réflexe quand même de dire « Ah, mais il faut que nous, on s'impose avec nos propres opinions, etc. » Bon, d'autant que, et ça je pense que vous pourrez en discuter, c'est qu'on voit, c'est en train de se généraliser, les grosses galeries internationales produire elles-mêmes leurs magazines. Bon, Hauser et Wirth a un magazine, Gagosian a un magazine qui, des fois, me fait crever de jalousie parce qu'ils ont des auteurs que je ne pourrais pas payer, bon, et qu'ils illustrent d'une manière absolument magnifique. Mais évidemment, une revue entièrement financée par une grosse galerie internationale, les points de vue qui sont exprimés ont moins de recul que ce qu'on peut faire nous. Donc, je vois arriver de jeunes critiques qui ont à la fois ce savoir, disons, cet appétit, mais qui n'ont pas envie non plus de se soumettre complètement voilà, au diktat du marché. Alors, il y a ceux qui le font, bien sûr, tout existe, évidemment, et puis, bon, pourquoi pas, moi, mais nous, on essaye de garder, autant que faire se peut, ce point de vue critique, voilà. Claudia, peut-être que je peux vous demander aussi votre perspective sur cette question de la critique. Je sais que ça a été une part importante de l'histoire de Kunstbulletin. Donc, comment vous voyez la situation actuelle ? C'est une question très grande, mais moi, je trouve toujours qu'il faut réfléchir à la propre réalité. Alors, en Suisse, on est un petit pays. On a 8700 habitants. On a 4 langues. On a 30% d'étrangers. Alors, quel est notre public? Alors, moi aussi, je rêve des grands interviews. J'adore Art Forum, j'envie Art Press, mais la réalité est toute une autre. Et si j'ai souvent, je me suis demandé de quelle critique on parle. Parce que cette critique héroïque, pour moi, c'est la critique que j'ai connue quand j'ai fait mes études d'art. C'était Greenberg, c'était Judd qui a répondu à Greenberg. C'était des débats hyper intéressants, hyper intellectuels, mais il parlait d'un petit groupe d'artistes. Alors si tout le monde savait de qui il parlait. Mais notre réalité est une autre. Moi, la première exposition que je me rappelle, et j'ai aussi un certain âge comme vous, c'est 1968, c'était à la Kunsthalle de Bern, Wenn Attitüden Form werden. Et c'était une exposition, je me rappelle vaguement, mais je me rappelle très bien de la scène à Berne. C'était une scène très internationale. Il y avait
Seemann, il y avait des autres qui sont venus, et c'était un discours assez vivant, mais très personnel. Mais le discours aujourd'hui est tout un autre discours. Alors si moi, bien sûr, je peux réserver 20 pages pour un critique sur Jeff Koons, parce que Jeff Koons, tout le monde le connaît, et 90% des personnes que moi je parle avec trouvent que c'est terrible, mais il a sa place. Mais ça vaut, moi je pense notre devoir, c'est beaucoup plus de empowerment, de donner au public les possibilités de s'engager eux-mêmes. Alors la question, c'est toujours combien on donne j'ai bien aimé le mot de décodeur. Alors on décode ce qui se passe, on donne des instruments de navigation, et puis c'est là où le discours commence. Et on le fait exemplairement avec quelques artistes, mais c'est toujours aussi une petite frustration parce qu'on n'est pas assez de place, mais cette frustration est aussi une motivation. Alors on essaye de montrer, c'est intéressant d'aller voir l'exposition de répéter, mais c'est clair que ça ne suffit pas de lire le texte ici dans le sofa. Il faut vraiment se déplacer, il faut y aller. Alors cet aspect de médiation, de décrire ce qu'on voit, c'est très important. Et moi je trouve, c'est pas une crise de critique, c'est plutôt une crise de public. Le public qui devient de plus en plus un peu apathique. Alors c'est toujours la question comment on peut inviter le public d'aller voir quelque chose, où on trouve le public. J'ai une dernière question pour Catherine avant qu'elle doive nous quitter. Sur votre site d'ArtPress, vous annoncez l'ambition de couvrir l'ensemble de la scène artistique mondiale, ce qui n'est pas une mince affaire pour une équipe, comme vous le décrivez, indépendante, très réduite. Et vous avez aussi évoqué le fait qu'ArtPress ne s'intéresse pas vraiment qu'à l'art contemporain, disons de manière stricte, mais à des disciplines autres et qui touchent à l'art ou qui s'en rapprochent. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est votre point de vue sur, justement, quel est le devoir d'un magazine comme le vôtre de montrer des scènes artistiques peu ou pas du tout connues, ou aussi de parler de sphères artistiques qui sont peut-être pas acceptées dans la notion de ce qu'on conçoit comme l'art contemporain. Ah oui, je suis très contente. Merci beaucoup de cette question. Oui, parce qu'en fait, pour moi, ça, c'est un élargissement de ce champ de l'art contemporain qui est peut-être le plus intéressant. Ce qu'on a dénoncé à une certaine époque comme l'art contemporain global, en fait, il n'est pas si global que ça. En effet, quand on se promène un petit peu, on découvre que, voilà, à travers le monde, bien sûr, il y a des artistes qui viennent de tous les continents et qui se retrouvent en général à New York et qui font une carrière à partir de là. Mais pas que. Et en fait, nous, on a toujours eu ce souci de consacrer... alors c'est difficile de dire qu'on va suivre une scène en particulier, parce que là, en effet, matériellement, on ne pourrait pas le faire, le réaliser, mais au moins de faire de temps en temps des focus. Alors, par exemple, on avait fait un très gros, hélas, juste avant le premier confinement, on avait fait un énorme numéro sur l'Amérique latine,
que j'avais en partie coordonné parce que j'étais allée me promener dans cette région du monde auparavant, j'avais pris des contacts, etc. Et on avait réalisé un très gros numéro sur voilà, différentes scènes de l'Amérique latine. Et c'est un numéro, hélas, qui s'est perdu comme ça, à la fois dans le confinement, dans la chute de notre distributeur, Prestalis, qui avait fait faillite à ce moment-là en France. Bon, enfin, voilà, il existe, on peut encore l'acheter en allant sur le site d'Artpress. Et puis là, très prochainement, il se trouve qu'on a une très bonne collaboratrice qui est basée à Hong Kong, qui nous informe régulièrement sur la situation de l'art contemporain dans différents pays d'Asie. Et là, très spécialement, c'est peut-être son 2e ou 3e article qu'elle nous propose pour parler très précisément de la situation des artistes dans cet endroit très particulier de Hong Kong en ce moment, et comment ils arrivent quand même à continuer à travailler en s'autorisant le maximum de liberté qu'ils peuvent s'autoriser. Donc, on avait fait aussi... c'était pas en 2009 mais en 2010 je pense, un gros numéro sur les artistes iraniens par exemple, là aussi pour voir avec des collaborateurs sur place comment les artistes arrivent à se débrouiller dans des situations politiques extrêmement difficiles. Alors là oui, ça c'est un aspect de notre travail auquel on tient beaucoup. Et l'autre aspect, c'est que depuis assez longtemps on est très attentif par exemple, à ce qui s'appelle l'art brut. On a fait là aussi tout un numéro spécial sur l'art brut, et il est question. Et maintenant, je considère que l'art brut est complètement intégré dans ce qu'on appelle l'art contemporain. Que voilà, il y a des expositions même qui mêlent artistes contemporains entre guillemets et artistes bruts, là aussi avec tous les guillemets nécessaires. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel on a été attentif assez tôt. De même que, et on en a un tout petit peu parlé hier, ce que j'appelle moi l'irruption des pratiques artisanales à l'intérieur de l'art. Et alors, bon, évidemment, c'est d'autant plus intéressant que c'est un peu inattendu à l'époque d'Internet, quoi, et des outils informatiques, de voir la céramique, le tissage, la vannerie faire irruption comme ça, et d'une manière qui, de mon point de vue, renouvelle beaucoup les arts plastiques. Voilà, comment ces pratiques-là même interprètent ou remettent en cause des principes de la modernité, quoi, justement hérités de M. Greenberg et compagnie. Donc voilà. Et j'avais une autre question. Pour l'instant, notre conversation a tourné vraiment autour du magazine en tant qu'espace de commentaires sur le monde de l'art. Mais bien sûr, le magazine, ça a toujours été, dans tous les contextes, ce mélange de texte et d'images. Vous l'avez évoqué aussi, Catherine, par rapport à Artpress et la conception graphique de l'objet. Mais je m'intéresse à cette idée du magazine en tant qu'espace, comme un espace de création, donc comme un espace d'exposition, comme celui-ci, comme le musée. Et donc je voudrais poser cette question aux intervenants de la place que vous voyez pour le magazine comme un espace de création artistique, plutôt que uniquement de commentaires et de critiques sur l'art. Merci. Oui, alors, moi, j'aimerais rebondir rapidement sur la question de la critique aussi, parce que nous, on n'a pas du tout cette fonction de magazine, d'observation de l'ensemble, malgré tout, des pratiques étant installées à l'intérieur d'un espace de centre d'art. Mais on essaye aussi de cultiver, en tout cas, un espace critique qui se joue peut-être dans les écarts entre les auteurs au fil des mois, là encore. Voilà, chacun lit ce que fait l'autre, c'est très important, c'est essentiel. Et on est en réflexion sur
sur un moment aussi sur les échanges entre le centre d'art physique et le numérique, avec un événement, une programmation vidéo d'une semaine en fin de numéro, parce qu'on produit, comme j'expliquais, certaines vidéos pour le magazine. Donc on va les montrer aussi dans l'espace du studio au Jeu de Paume. Et il y aurait une journée d'échange, de table ronde avec tous les membres du comité, certains auteurs extérieurs. Et de cette journée, on va penser cette journée vraiment de manière spécifique en lien avec le magazine, c'est-à-dire avec des modes de captation un peu différents de ce qu'on fait d'habitude pour produire des nouveaux contenus qui seront à leur tour republiés dans Palm. Et ces nouveaux contenus vont être des nouveaux formats. Voilà, donc clairement on s'inscrit. J'ai un peu oublié la question du début, mais voilà, ça c'est important pour nous. Ma question initiale, c'était vraiment autour de cette idée du magazine comme un espace de création artistique. Oui. Donc voilà, nous c'est effectivement un espace, c'est devenu un peu à notre surprise un espace de création artistique parce que les membres de notre comité ont des idées au début du numéro, lancent des invitations à des artistes, voilà, là on a lancé en avril et donc en septembre on va recevoir 3 productions vidéo originales de l'artiste Sarah Ouadou notamment, Mélissa Médan, qui sont en train de travailler, qui nous envoient le travail en cours. Il y a aussi un échange qui dépasse peut-être le seul espace de création artistique, hein, puisque c'est des échanges avec les auteurs. Voilà, c'est un travail un peu hybride entre magazine et production, enfin pas d'exposition, mais presque. Alors le temps défile très rapidement, c'est très frustrant. J'aimerais que ce panel ait encore une bonne heure devant nous, mais je voudrais quand même donner l'occasion au public de poser une question, si vous en avez, pour nos intervenants. Dans ce cas, je vous remercie. Je vais... Moi, j'en ai encore beaucoup à poser. Moi, peut-être que pour clôturer ce premier panel, la question que je poserai à tous nos intervenants, c'est si vous deviez donner un conseil à un jeune aujourd'hui qui compte créer un magazine d'art, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? D'être modeste au début, de partir petit, je pense. Voilà. Et d'accepter partir petit et d'accepter le fait qu'on grandit au fur et à mesure, en fait. Voilà, je pense que c'est la bonne solution. Moi, je me méfierais, ça m'est arrivé de traverser des périodes avec le journal de difficultés économiques et où on me faisait des propositions en me disant mais voilà, on va relancer le journal, on va tirer à tant d'exemplaires, on va faire ceci, on va faire cela. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Je crois qu'une revue d'art, surtout voilà, nos magazines qui sont très spécialisés, ils élargissent leur public au fur et à mesure. C'est petit à petit, c'est je veux dire, exemplaire par exemplaire qu'on élargit son public. Voilà. Sur ces bons conseils, je me sauve. Merci en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bon, pour nous, le Zauber, la magie, c'était toujours qu'on peut commencer avec un crayon et un bout de papier. Et c'est ainsi qu'on a commencé notre site. Et c'est ainsi qu'on a commencé le LEP et maintenant le journal, le e-journal. C'est très attirant, mais en même temps, en tout cas dans l'ère numérique, tout devient tout de suite très cher. Alors je trouve que c'est important, pour nous, c'était toujours important de ce premier éteindre qui vous dit maintenant il faut faire quelque chose, et puis de rassembler des gens de faire une petite équipe. C'est juste
deux, trois personnes, mais qui sont vraiment, qui apportent tous des autres, comment on dit, des perspectives, oui. Je crois que c'est le plus important. On peut, toutes les bonnes choses, c'est jamais des choses individuelles. C'est toujours un petit collectif qui le fait avancer. Alors moi, je crois que c'est ça qui est primordial, parce que les bons gens ont aussi une bonne diaspora. Alors c'est aussi ça qui nous aide maintenant, parce qu'une équipe de 4 personnes ne peut pas savoir qu'est-ce qui est important à Lausanne, à Vevey, etc. Mais tous les gens sur place ont leur cercle, et c'est ça qui fait à la fin cette énergie collective. Adrien, la question est peut-être moins évidente pour vous, mais je me dis aussi que comme vous êtes presque au milieu de cet exercice, finalement, le magazine est toujours en train de se construire. Je ne sais pas s'il y a un principe qui vous vient comme ça, ou quelque chose justement qui n'a pas fonctionné, que vous conseillerez d'éviter, ou une idée qui vous vienne sur cette conception d'un magazine. Merci. Oui, effectivement, les conseils qui ont été donnés, c'est des conseils auxquels j'adhère. Prendre le temps, travailler avec aussi des personnes, petite équipe et d'univers différents, je trouve. De l'édition, c'est intéressant dans le numérique de travailler avec des personnes qui travaillent dans l'édition de catalogue, de l'édition papier, évidemment. Ne pas avoir peur d'écriture aussi décalée. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est vraiment inviter des poètes, voilà, des personnes qui sont aussi pas toujours clairement identifiées. Ça, pour nous, c'est très important. Et enfin, mon conseil principal, c'est dès le début porter une attention et un soin à l'image, à l'œuvre, à son apparition et voilà, prendre en compte l'œuvre dès le départ. Il ne s'agit pas tout le temps d'œuvres d'art exclusivement, mais quand c'est le cas, les images dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, demandent un travail qui prend du temps de maturation sur la manière de les partager. Et peut-être la chose la plus primordiale, c'est d'aimer son sujet, d'aimer le matériel avec qui on travaille et d'aimer les gens et de les captiver. Je pense qu'on ne peut pas mieux terminer que sur cette idée-là. Donc, merci beaucoup à Adrien et à Claudia de vos interventions.